seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes vendredi. Il faut le rappeler, hier on a suivi cette actualité. Le président Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, donc, a ordonné de revoir la composition du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle bien sûr du COCAN avant, dit-il, d'engager les dépenses. Pourquoi une telle injonction du président de la République? Nous posons la question ce matin. Jusqu'où peut aller l'Ocili de Guinée dans cette compétition? Nous essayons de comprendre avec des invités de taille, bien évidemment. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Lansana Beya Diallo, nous essaierons de l'appeler au téléphone pour faire le point. Nous aurons également en studio le doyen Amadou Dioul de Diallo, journaliste sportif, mais aussi Lucien Bendou Guilao, membre du comité de soutien, ancien footballeur. Ils seront là pour vous aider à mieux comprendre l'actualité avec l'équipe du jour bien installée ici. Avec nous, Yaya Baldé, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bien. Bonjour à tous. Bien, Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. En forme? Ben super. Pas volé hier? Non, pas du tout. Pas fait de la sorcellerie pas comme le font les camarades? Pas du tout. Vous savez, notre sorcellerie, c'est de l'ingéniosité. Oui, tu sais, l'autre sorcellerie aussi, là, c'est de l'ingéniosité. Hein? Notre vol, c'est de prendre ce qui nous appartient. Ah non, ça, c'est pas du vol. Alors, comment ça va, Caps? Ça va très bien, madame Mielerou. Bonjour à tout le monde. Ouais, très en forme. Super, le coach. Ouais. Maf, ça va? Bonjour, Diadia, ça va? J'aime bien ton nouveau look. Oui, c'est la dictature de Mam. Mam. Ton nouveau new look? Ça fait une répétition. New look, non? Nouveau new look? Non, voilà, oui. Là, ça fait une répétition. Comment ça va, Djiba? Je viens de premier. Bonjour, ma tante, bonjour. C'est comme si on disait le vainqueur a gagné. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, puisqu'elle a fait le Ghana. Alors, on commence, on va parler, comme on l'a dit, hein. Peut-être que d'autres sujets viendront meubler l'émission vers la fin, mais on entame avec la Coupe d'Afrique des Nations, Djiba, qui démarre, c'est dans 2 jours, oui, je crois. Dimanche. Le dimanche, on fait le point avec l'arrivée. L'équipe déjà est arrivée ce matin à 4 heures du matin. Nous avons eu vent de cette information. Oui, l'équipe est arrivée hier à 4 heures du matin. Et il faut rappeler, déjà, ils étaient au Rwanda pour les matchs préparatoires. Vous savez, avant la compétition, il faut quand même regarder un peu le fond du jeu, la tactique et surtout la technique. C'est ce que l'entraîneur a voulu faire avec cette équipe locale du Rwanda. Vous savez, le premier match, on avait perdu. Et le match, c'était autour d'un score de 3-0. Et finalement, il fallait, parce que ça n'a pas renvoyé un bon signal au pays, les gens se sont dit, mais... C'était la grosse déception justement, au départ, comment on peut perdre un match contre une équipe locale? Et parce que c'est une équipe locale, c'est l'équipe-là qui avait joué au Chan contre la Guinée. Et figurez-vous, au Chan, on avait pu battre cette équipe 10 contre 11. Et cette fois-ci, ce sont les seniors qui ont perdu face à une équipe locale. Donc ça a donné beaucoup de réflexion. Les gens se sont dit, mais est-ce que cette équipe, elle est prête pour la compétition? Alors, ce qu'il faut quand même dire, il y a 2 volets. C'est que pour les matchs quand même préparatoires, on évite les blessures. L'entraîneur, il le fait, c'est pour comprendre un peu est-ce que tel est en forme ou pas et quel est le système de jeu il faut mettre en place pour corriger. Mais l'un dans l'autre, je pense que devant des équipes quand même locales, il faut éviter de perdre des matchs parce que sinon, ça refroidit un peu les ardeurs des supporters et ça ne renvoie pas un bon signal dans le pays. Au-delà, on a gagné le match d'hier, 2-0, et il y avait un but de Naby Keita et un but de Bayo. Et je pense que ça a un peu jeté une sorte de baume au cœur des Guinéens. Les gens se sont dit, attention, oui, l'équipe est en train de rentrer dans le jeu, mais je pense qu'il ne faut pas crier victoire très tôt, parce que moi j'ai un problème aujourd'hui avec le système de jeu de Diawara, le 3-5-2, parce que traditionnellement, on a toujours connu un système 4-3-3 ou 4-4-2. Et pourquoi ce système, sachant que nous avons une défense qui est très fébrile? Vous avez compté souvent, parfois, face à des compétitions, quand il y a une pression, il est assez fébrile. Vous avez également celui vous avez l'autre défenseur aussi central qui, parfois, a un problème de fébrilité. Maintenant, comment corriger cela, sachant qu'on a un système de 3-5-2? Et est-ce qu'il faut revoir le système pour ne pas prendre assez de buts dans cette compétition? Moi, c'est ma crainte, mais globalement, je pense qu'ils sont sur la préparation et espérons que le premier match, c'est le lundi, le match du Sili national. Donc, ça va être un match test.
Et là, on joue contre une équipe quand même senior. On verra si bien cette technique, ce système de jeu que Kabagao a voulu développer, est-ce que c'est le bon système ou tout simplement il faut revenir avec le système traditionnel qui est 4-4-3, 4-3-3 ou 4-4-2. Maintenant, sur l'organisation, je pense que le comité d'organisation est en train de mobiliser. À un moment donné, on parlait de plus de 300 millions mobilisés. À date, je ne sais pas c'est combien et pourquoi le président de la République a demandé à ce que l'équipe soit reconfigurée. Peut-être on va le savoir tout à l'heure, mais ce qu'il faut retenir, l'année-là, il n'y a pas assez d'engouement autour du Chili parce que on a tiré les leçons du passé. On a estimé que... Il y a de l'engouement. C'est pas la même équipe. L'équipe dont parle le président de la République, la réorganisation, ce n'est pas la même équipe. Il y a l'équipe des soutiens au Chili national, mais il y a aussi le COCAN. C'est le COCAN. Voilà, le COCAN qui est... Je parlais effectivement du COCAN. Je voulais survoler. Maintenant, lorsque je parle d'engouement, vous savez, lorsqu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, regardez un peu la ville, les décors, les maillots. Souvent, on sent qu'on est en train d'aller vers une compétition. On vit la compétition. Mais sauf que cette année, il n'y a pas de branding, il n'y a pas dans la ville. Regardez, souvent, on voyait des effigies un peu partout. Il y avait des chansons pour l'équipe nationale. Il faut mettre ça au compte du changement de pouvoir. Oui, on peut mettre ça au compte du changement. Mais attention, je pense qu'il y a une déception généralisée. C'est une déception généralisée ces dernières années. Les résultats que nous avons accumulés, ça n'encourage pas. Je pense que même les Guinéens n'ont plus d'espoir avec le Chili. Le Chili, ça il faut le dire parce que les signaux sont là. Lorsque vous demandez aux gens, parce que ce qu'il faut rappeler que quand même notre équipe nationale, ça a toujours été cette unité d'action entre les Guinéens. Même si on a un problème politique dans le pays, lorsque le Chili joue, c'est tout le pays qui parle le même langage et nous regardons tous dans la même direction. Donc le Chili en fait c'est au-delà de tout dans ce pays. Mais fort malheureusement aujourd'hui, on est en train de perdre progressivement un peu cet amour et disons cette vivacité, et ça fait qu'aujourd'hui même les citoyens n'en parlent pratiquement pas parce que les gens disent qu'il ne faut pas attendre grand chose de cette équipe. Vous voyez un peu sa prestation lors de la qualification pour la Coupe du Monde. On a perdu systématiquement tous les matchs, même contre les petites nations de football qu'on avait habituellement, on avait l'habitude de battre. Aujourd'hui, ce sont des équipes qui arrivent à renverser la vapeur. On a une équipe dans tous les compartiments du jeu, il y a des problèmes. Maintenant, est-ce que le coaching va être gagnant avec cette compétition, sachant que déjà il y a les langues qui se délient par rapport au système de jeu qu'il veut développer, qui est une première en Guinée, le 3-5-2. On n'a que des milieux de terrain offensifs, alors que Kaba Diawara, moi j'ai des craintes quand même, mais globalement c'est notre pays. Nous lui souhaitons bonne chance et surtout qu'il puisse aller très loin dans cette compétition. On a quand même besoin d'optimisme. Oui, vous êtes aussi pessimiste que Diba? On a besoin d'optimisme, mais cela ne nous empêche pas aussi de critiquer, de dire certaines vérités. Vous savez, moi j'ai toujours dit que je ne suis pas un technicien du football, mais en observant un peu les différentes années de participation de notre Chili à des grandes compétitions, même amateurs, on se rend tout de suite compte que nous n'avons pas ce qu'on appelle une équipe. Nous n'avons pas une équipe, nous avons un regroupement de joueurs, des gens qui se retrouvent par moment pour des compétitions, qui n'ont pas un lien qui leur permette de savoir comment on peut conjuguer les efforts pour former vraiment une vraie équipe. Et cela est un problème. Les gens se retrouvent à la dernière minute. C'est vrai qu'il y a des internationaux qui évoluent dans des clubs ailleurs, qui peuvent se retrouver, mais lorsqu'ils n'ont pas les mêmes stratégies de jeu, qui n'ont pas les mêmes visions de jeu, il devient très compliqué. Et l'autre problème à ce niveau qui sous-tendrait, je vais dire, tous ces problèmes, c'est un peu aujourd'hui le fonctionnement même de notre Fédération guinéenne de football. Au niveau de la Fédération guinéenne de football, il y a des problèmes. Au niveau même des équipes des supporters, il y a des problèmes. Parce que chacun aujourd'hui, de ce qu'on observe de loin, chacun aujourd'hui a des éléments ou a un élément qu'il souhaite coûte que coûte qu'il soit dans l'équipe, parce que quelque part il a des retombées avec des primes qui sont payées entre autres. Et aujourd'hui, voyez un peu l'engouement, comme en parlait tout à l'heure Diba. C'est vrai que comme certains le disent, on peut détourner son regard du couteau qui égorge votre frère, mais jamais le cœur.
le cœur restera là. Le Sili, il en est ainsi. On peut dire, bon, écoute, le Sili là, ça ne donne plus rien, donc c'est pas la peine de le supporter, mais on ne peut pas s'en passer. On supporte. Même quand on apprend que le Sili joue contre une équipe, même si c'est pas dans les grandes compétitions, on a quand même une petite seconde qu'on prend pour souhaiter bonne chance à notre Sili. Mais derrière, regardez un peu aujourd'hui, ce n'est pas le changement de régime qui fait, ce n'est pas le changement de pouvoir qui fait, parce qu'à des moments très difficiles ici, des crises politiques qu'on a vu à un moment donné que lorsqu'on parle du Sili, tout s'arrête net et tous se mettent ensemble pour accompagner le Sili. Donc le changement de pouvoir aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un problème, mais vous avez même nos artistes. D'habitude, nos artistes, ils font des chansons, mais cette année, bon, pratiquement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même Bambino qui a l'habitude de faire les remixes cette année, il n'y a rien. Et on est aujourd'hui rare des Guinéens qui connaissent individuellement les joueurs. On ne connaît pas vraiment nos joueurs parce que ce ne sont pas des grands joueurs ou ce ne sont pas des joueurs qui ont de l'exploit, qu'on peut dire, dont on peut retenir parfois les images. Et on les voit, on dit le Sili va, mais peu de Guinéens aujourd'hui savent individuellement, lui c'est Morlaï, lui c'est tel, parce que non, mais, pratiquement il y a ce problème. Je pense foncièrement que c'est une question de préparation et que le gouvernement qui vient d'arriver, Lansana Béa, il vient d'arriver là, peut-être que les stratégies à mettre en place ne peuvent pas être les mêmes, mais sinon on sait qu'à chaque Coupe d'Afrique des Nations, quand il y a une communication autour de la ville, les Guinéens ils adhèrent. Communication ou pas, les Guinéens adhèrent. Communication ou pas, les Guinéens adhèrent. Je parle de l'engouement dont vous parlez. Oui, il n'y a pas d'engouement. La réalité derrière qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut de l'optimisme, mais il faut du réalisme dans cet optimisme-là. Parce que la réalité aujourd'hui, les Guinéens sont déçus. Moi, je fais partie de ces Guinéens qui pensent même que cette équipe du Sili national, c'est comme si on jetait quelque part notre argent. Il faut carrément les recaler et construire une véritable équipe. Quand vous voyez le Sili national jouer les matchs contre le Rwanda et même le match d'hier, ils ont joué une bonne première mi-temps pour ce qui ont regardé, mais la deuxième mi-temps, il n'y avait rien. On se disait quelque part, est-ce qu'il y avait un problème de préparation physique parce qu'ils ne tenaient pas vers la fin du match? On voyait des gens fatigués, on voyait des Nabi Deko fatigués, un grand joueur qui incarne un très grand espoir, qui est techniquement très bien, mais physiquement, qui a ce problème-là. On voit de l'autre côté également un problème mental au niveau de nos joueurs qui ont une difficulté à pouvoir rester focalisés et concentrés tout au long du match. Parce qu'il faut se dire qu'on jouait contre le Rwanda, là. C'est une équipe locale. Et si on a l'opportunité de jouer contre une équipe comme le Sénégal, une équipe qui joue avec le cœur, très patriote dans l'âme, dans le match, il faut se dire que quelque part, il y a des difficultés à faire. Est-ce que le Sili national, mentalement, pourra résister? On se dit, il y a eu de l'innovation. Cette fois-ci, avec ce nouveau staff qui accompagne l'équipe en prenant, cette fois-ci, un préparateur mental. Est-ce qu'aujourd'hui, ce préparateur mental sera à même de pouvoir accompagner notre équipe? Est-ce qu'aujourd'hui, Kaba Diawara a le discours qu'il faut pour pouvoir motiver réellement cette équipe-là, pour pouvoir les amener à pouvoir... Oui, justement, cette motivation, elle a tout un sens là-dedans. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est à même de pouvoir le faire? Est-ce que ces joueurs également, en venant jouer pour le Sili national de Guinée, est-ce qu'ils se donnent corps et âme pour jouer? Parce qu'on voit les joueurs guinéens jouer à l'international, on voit les Nabi Deko, on voit d'autres joueurs jouer à l'international de grands clubs, ils mouillent le maillot. Très très bien, mais quand ils reviennent en équipe nationale, on ne sent pas ce même parce que la victoire, c'est un travail d'équipe. Il ne force plus le jeu, et c'est pourquoi, pour moi, il faut que cette équipe elle soit recalée pour le moment et qu'on puisse les construire, parce qu'encore une fois, ça se prépare. Une CAN, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut mettre les gens ensemble, il faut les amener à une vraie préparation pour qu'ils puissent avoir le mental nécessaire qu'il faut, et surtout un niveau de patriotisme très élevé et un niveau de professionnalisme très élevé. Et aujourd'hui, il faut rappeler, moi, l'une des choses également, pour terminer rapidement, l'une des choses qu'il faut rappeler, aujourd'hui, on a une autre innovation dans cette équipe-là, dans cet encadrement-là, avec l'arrivée de Pascal Fendino qui doit préparer nos attaquants, les attaquants. Mais aujourd'hui, quand moi, je regarde Pascal Fendino si vous voulez, les premières vidéos que j'ai pu voir lors des préparations, j'ai comme l'impression que Pascal Fendino, il ambiance plus l'équipe, il est là plus pour ambiancer l'équipe que pour donner... Mais ça, c'est du Pascal Fendino. Pascal Fendino, il a toujours été...
Oui, je comprends, mais attention. Il est là pour une chose bien déterminée. Non, mais il le fait. Nos attaquants à savoir véritablement où se placer dans la surface pour pouvoir le marquer. Non, attention. Pascal Fendono, ça a toujours été sa vie. C'est un homme gay, il prend la vie de bon côté. C'est un bon vivant. Mais au-delà, il fait son travail. Les entraînements, on ne les suit pas. C'est juste quelques vidéos que nous suivons. Moi, le problème, c'est même pas les joueurs. Hein. Le problème aujourd'hui, nous apprenons qu'on n'a pas encore payé intégralement le droit de diffusion. Est-ce que on va sur ce match sur la télévision nationale? C'est la question. Est-ce que c'est payé intégralement? Moi, je pose la question. Nous allons essayer de partir avec... on a notre spécialiste en maison. Avant de donner la parole à notre invité, le doyen Julde, qui est bien installé dans ce studio, on va d'abord écouter Paul Fatia Tunkara pour nous planter le décor. L'autre problème, c'est comment on appelle, c'est contamination au coronavirus. On a suivi ce communiqué de la Fédération guinéenne de football ce matin. Paul, bonjour, bienvenue. Bonjour Djadia, bonjour à toute la team. Il y a au moins 3 joueurs qui ne sont pas arrivés du côté de Yaoundé, du côté du Cameroun à cause du coronavirus. Oui, justement, il y a 2 selon le communiqué de la Fédération guinéenne de football. C'est Michael Direstam et le préparateur des gardiens, Kemoko Kamara, qui sont restés internés à Kigali. Donc pour 3 avoir personnes oui, justement, 3 personnes pour avoir contracté le coronavirus. Et l'équipe est arrivée Ces cas, Paul, est-ce que ça peut avoir un impact sur... Oui et non. Oui, ça peut bien avoir une incidence parce que Kaba Diawara a forcément besoin de tout le groupe. Il a forcément besoin de préparateurs de gardiens. Direstam, il est parti pour postuler pour une place de titulaire sur le côté droit. On aurait dit qu'il n'y a pas de doublure à son poste. Et non, ça peut pas avoir d'impact parce que la préparation, elle est bouclée. L'équipe va prendre son quartier général à Bafoussam où elle va disputer les 2 premiers matchs de la phase de poule respectivement contre le Malawi lors de l'entrée en matière et ensuite contre le Sénégal. Kaba Diawara a forcément besoin de son groupe. Maintenant, il faut que ces 3 se rétablissent le plus vite que possible pour rejoindre le reste du contingent du côté donc du Cameroun et voir dans quelle mesure réussit bien l'entrée en matière qui va déterminer la suite de la compétition parce qu'on va jouer contre le Malawi, même si beaucoup réduisent la poule de la Guinée au Sénégal, qui est quand même l'une des équipes les plus solides sur le continent africain, la première équipe d'ailleurs sur le continent africain avec une valeur marchande assez considérable. C'est l'effectif le plus cher en termes de valeur intrinsèque sur le continent africain. Mais attention, il y a le Zimbabwe, il y a le Malawi. Il faut réussir cette entrée en matière-là qui va sans doute déterminer la suite de la compétition. Maintenant, on a joué les deux matchs amicaux contre l'équipe locale que l'AP a battu en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. On nous avait annoncé qu'on allait jouer contre l'équipe nationale du Rwanda, mais contre toute attente. Vous savez, le Rwanda n'est pas qualifié à cette 33e édition. Par conséquent, le Rwanda n'avait pas obligation de constituer son équipe locale, donc son équipe nationale. Donc le Rwanda a puisé dans les clubs de son championnat pour jouer une équipe contre la Guinée, coachée par le même coach qui a mais c'est quand même un camouflet que de faire défaite face à des locaux qui sont puisés dans l'OTA contre une équipe nationale. Et avec un score très sérieux de 3 buts à 0. Même si on a vu un regain de patriotisme lors du deuxième match avec l'arrivée de Naby Keita. Maintenant, pour le deuxième match, je pense qu'il y a un certain nombre d'observations qu'on peut bien se faire. La première observation, c'est que Kaba Diawara, il a légèrement réaménagé son effectif. Sur la pointe de l'attaque, on n'avait pas hier Sodi Kaba et puis Mohamed Bayo parce qu'ils semblaient se marcher dessus l'un sur l'autre lors du premier match. On a vu Naby Keita Deko qui est revenu et qui a purifié bien, qui a lubrifié le milieu du terrain. Naby Keita qui a même marqué, qui a mis fin à cette disette d'un an parce que depuis pratiquement un an, Naby Keita n'avait pas marqué. Depuis le match contre le Tchad, c'était à N'Djamena, il n'avait pas marqué. Donc son pied droit a retrouvé toute sa pureté et on espère que son corps est en train progressivement de le laisser tranquille quand on sait que lui et les blessures, c'est du jeter moi également. Après, on a la deuxième observation qu'on peut se faire, c'est que c'est une mince consolation à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première victoire
sous l'ère Kaba Jawara, et c'est la première victoire du Sili national. Ce 2-0. Oui, ce 2-0. C'est la première victoire à 9 matchs consécutifs du Sili national. Et tenez-vous bien, depuis la victoire contre le Mali au stade du 28 septembre, où nous avons, où on s'est qualifié à l'arraché parce qu'on s'est fait tirer par les cheveux pour se qualifier face au Mali, la Guinée n'avait pas marqué. Donc depuis pratiquement un an, on n'avait pas engagé, on n'avait pas connu de victoire. Et voilà autant d'observations aujourd'hui qu'on peut retenir de cette deuxième match amical contre la même équipe locale du Rwanda. Bien, le doyen Julde est avec nous dans ce studio. Bonjour doyen, bienvenue. Et bonjour. Alors, vous avez écouté les jeunes journalistes qui sont vos poulains dans ce studio. Pas beaucoup d'optimisme. Vous avez toute votre vie été journaliste sportif. Vous avez suivi ces différentes équipes du Sili. Aujourd'hui, quel est votre regard là-dessus? Vous savez, j'ai couvert 13 Coupes d'Afrique des Nations. 2 pour la RTG, 2006 et 2008. Et tout le reste pour les radios étrangères ou pour en étant officier média de la Confédération africaine de football. C'est une passion, c'est une sensation, mais c'est également une déception. Fatia le disait tout à l'heure, 15 Sili national, 9 matchs, c'est la première victoire. C'est intolérable pour un pays qui s'appelle la République de Guinée et qui est une nation de football par excellence. Il y a quand même une histoire, il faut le rappeler. Qui a une histoire. La Guinée, c'est un pays de football par excellence. Nous avons des problèmes de gestion du potentiel naturel dont nous disposons. C'est tout le problème. C'est la gestion, c'est l'organisation à tous les niveaux. Aujourd'hui, qu'on ne se leurre pas à pleurer sur le sort du Sili national, sur ce qui va se passer. Mais ça, c'est les effets. Vous savez très bien que notre football, depuis combien de temps nous vivons de crise et de crise, de crise et de crise, d'un entraîneur qu'on résilie, on envoie un autre, ainsi de suite et tout. Donc il n'y a pas de stabilité dans la durée. Or, on bâtit les équipes sur une durée avec des réaménagements au fur et à mesure de l'évolution. Si vous prenez, on vous le dit, l'équipe nationale du Sénégal, l'ossature est pratiquement la même à quelques exceptions près. On fait une injection de joueurs en fonction de leur capacité à se faire valoir pour venir en équipe nationale. L'entraîneur Aliou Cissé, il est sur place, il est en place depuis combien de temps? Il est là, il est fixe. La plupart des entraîneurs restent sur un contrat de 3, 4, 5 ans. C'est un local. C'est un local de surcroît. Mais nous ici, c'était d'abord qui? C'était Paul Pout. Paul Pout même. Je suivais hier votre émission par rapport au passeport, un dossier costaud où le débat était vraiment houleux. Paul Pout est venu en Guinée ici avec un passeport de service guinéen. C'est un Belge, donc comment j'appelle, de l'Union européenne. Son passeport avait expiré, il était à Nairobi. Il est venu ici avec un passeport de service guinéen, délivré à un blanc, à un Belge. Ça s'est fait ici. Paul Pout est parti. Posez-vous la question de savoir dans quelles conditions Didier Six est arrivé comme entraîneur. Est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Appel à candidature pour qu'on choisisse un entraîneur? Non, simplement parce qu'il est coéquipier de Jean Tigana qui a une proximité avec les décideurs du football de ce moment. Voilà la question. Et personne ne dit rien. Lorsque ça ne va pas, je ne vois pas le ministère dont la fédération est un pouvoir délégataire réagir. Donc le Sili national que nous avons aujourd'hui, on va se contenter de ce qu'il va nous produire. Mais je dis déjà, le fait de gagner le match contre le Rwanda, je préfère ça que si on avait battu le Rwanda au match lors de la première rencontre et on perdait. Là, on va sur un mental de victoire. Justement. Ça, c'est pas mauvais. Dites-vous bien, le foot, c'est une chose. J'ai retenu ça, que le football, les combats qui se gagnent sur le terrain sont ceux qui le sont d'abord dans les cœurs et dans les esprits. Bien, le doyen Amadou Julde Diallo, journaliste sportif, il a parlé du ministère des Sports. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui va être fait désormais. Nous partons sur le terrain avec le ministre Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, bonjour. Vous allez bien?
Ça va, bienvenue chez les grandes gueules, allez-y Djiba Bilibono. Alors, monsieur le ministre, avant de parler de ce déplacement, une question toute simple que nous venons d'avoir. Et l'arrêté qui a été pris par rapport aux primes des joueurs, et dans l'arrêté, on nous parle de 23 joueurs. Et aujourd'hui, on a convoqué 27 joueurs. Qui paiera les 4 autres joueurs? C'est ma question. Vous êtes exceptionnel avec vos questions. Écoutez, je pense que si les joueurs ont été convoqués, est-ce qu'ils seront payés? C'est aussi simple que ça. On ne peut pas convoquer les joueurs sans les payer. Donc, l'ancien arrêté, effectivement, était là-dedans. Aujourd'hui, on a une sélection qui est un peu plus large. Donc, il y a eu une exception concernant notamment le Covid. Et donc, cette exception, un arrêté, ça peut évoluer. Et donc, dans cet arrêté qui a été fixé, effectivement, à l'époque et qui était figé par rapport au nombre de joueurs qui devaient être sélectionnés, aujourd'hui, il y a une exception. Et donc, cette exception sera exceptionnellement payée. Voilà la réponse que je peux vous donner. Bien globalement, pour commencer, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est côté préparatif? Vous avez certainement écouté les différentes analyses dans ce studio. Pas beaucoup d'espoir par rapport aux différents échecs qui se sont échelonnés depuis plusieurs années, il faut le dire. Globalement, qu'est-ce qui a été fait pour que nous ayons beaucoup plus d'espoir, pour que nous ayons du nouveau du côté du Cameroun cette année? Mais écoutez, d'abord, l'espoir, en fait, je pense que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, je pense que la Guinée était dans une dynamique très négative depuis quelques années. Pas que dans le football. Je pense que c'est un truc structurel dans ce pays. Ça fait très longtemps que je sens qu'il n'y a plus d'espoir dans ce pays. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une reconstruction. C'est vrai que cette équipe de football guinéenne, aujourd'hui, ressemble en fait à cette Guinée qui était dans une dynamique très négative. Aujourd'hui, je pense vraiment que d'abord, l'équipe a été mise dans les meilleures conditions. Alors j'ai entendu beaucoup de critiques par rapport au premier match qui a été mis en place. Moi, je suis un sportif de haut niveau. Et vous devez savoir que les joueurs sont arrivés dans un pays en altitude. Pourquoi? Parce qu'on les a mis dans les meilleures conditions pour se préparer, parce que leur premier match va se passer en altitude à Bafoussam. Et donc, ils sont arrivés en altitude. Dans les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, il fallait un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation, effectivement, a fait en sorte qu'ils ont fait un match amical qui n'était pas extraordinaire, mais où il y avait quand même un peu de jeu. Et puis, ils perdent leur match et ils font un deuxième match qu'ils arrivent à gagner avec beaucoup plus de jeu, avec effectivement une meilleure approche, etc. Donc, ça redonne évidemment un peu d'espoir. Alors, est-ce que je crois que cette équipe peut gagner la Coupe d'Afrique? Non, je ne suis pas un rêveur. Est-ce que je crois qu'on peut construire une équipe pour le futur? Aujourd'hui, avec une nouvelle dynamique, avec un changement de mentalité, avec une restructuration d'une fédération, effectivement, qui était très envahissante, avec un ministère qui avait tendance à plus s'occuper de la sélection des joueurs, de la tactique de l'équipe et de l'implication globale dans l'équipe, qui est en train de changer aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai donné la main à l'entraîneur en lui disant qu'est-ce que vous voulez, quelles sont les meilleures conditions dans lesquelles vous pouvez être pour être optimal et amener des résultats pour cette équipe. C'est ce que j'ai fait. On a donné les moyens, on les accompagne, on est à côté pour les soutenir. On n'est pas là pour s'impliquer dans leur préparation, pour mettre des gens à nous, pour pouvoir, effectivement, comme j'ai entendu tout à l'heure, avoir des intérêts, effectivement, qui sont plus des intérêts personnels. Aujourd'hui, on est au-dessus de ça. Et j'ai entendu une analyse de notre doyen qui disait qu'il y a une chose qui est importante. C'est effectivement avoir une équipe sur la durée. Une équipe non seulement technique, tactique, mais aussi une équipe de football aussi qui se construit sur les années. Moi, cette équipe, j'y crois pas aujourd'hui, mais j'y crois demain, notamment en 2025, 2026, 2027, parce qu'il y a une équipe qui est très jeune. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme réponse ce matin. Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports. Allez-y, Mafoudi Abanga. Moi, on est d'accord, monsieur le ministre. Nous y allons pour s'arrêter quelque part, comme quelqu'un le disait hier, peut-être au quart de finale. Et ça veut carrément dire ce que ça veut dire, c'est que nous ne sommes pas compétitifs. Et cela ne s'explique pas forcément par le climat dans certains pays. Bah, justement, vous êtes ministre, vous êtes arrivé. Aujourd'hui, on a ce comité de mobilisation et tout de fond. Quelles sont les réelles solutions qu'on va avoir sur place en Guinée pour pouvoir avoir une équipe digne de nom qui nous donne espoir, qui ne nous amène pas à une compétition pour perdre? Mais je pense que ça se construit, madame. Alors, vous savez, tout le monde dit toujours une équipe qui perd. En fait, in fine, est-ce que c'est la perte qui est importante? On perd toujours, madame, on ne gagne pas tout le temps. Ce qui est le plus important, en fait, c'est quand on monte sur un terrain de foot et qu'on rend les gens fiers. Comment est-ce qu'on joue? Comment est-ce qu'on se comporte? Monsieur le ministre, mais quand même, nous perdons quand même contre une équipe locale
C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Le Sili national, on a toujours battu quand même ces pays. Aujourd'hui, il y a un malaise. Il y a un malaise. Nous perdons contre une équipe nationale. C'est ce que les Guinéens n'arrivent pas à comprendre. Comment perdre un match contre l'équipe locale et que nos jeunes ont pu battre au Chan et surtout 10 contre 11. Et nous avons une autre équipe nationale qui perd contre cette équipe locale. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Même si on les a battus par la suite. Ça, c'est un malaise quand même. Je pense que la plus grande fierté serait de nous amener la coupe, pas de jouer simplement, gagner certaines compétitions et se faire malmener dans d'autres matchs. Le ministre n'est pas un rêveur comme vous. Ouais, vous avez raison. Vous savez, ce qui est difficile, quand on est, évidemment, on n'a pas été sportif de haut niveau, vous devez analyser les choses. Les gens sont arrivés, comme je vous l'ai dit, en altitude. Monsieur, il faut un temps d'adaptation, d'accord, entre le premier match et le deuxième match. Ne restez pas sur la défaite. Regardez l'analyse et l'évolution entre le premier match et le deuxième match. Et regardez cette évolution et voyez comment est-ce qu'ils peuvent continuer à évoluer par rapport aux futurs matchs. C'est là-dessus qu'on doit analyser. Vous avez raison, on est en train de construire une équipe. On construit une équipe aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on doit être. Donc il y a une équipe qui se construit. Vous avez raison, vous dites que la Guinée n'a jamais perdu contre telle équipe ou telle équipe. C'est possible. Aujourd'hui, elle a perdu. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, effectivement, qui n'allait pas. Et donc, on est en train de construire quelque chose. Et aujourd'hui, on a une équipe qui gagne et qui a gagné. Donc, restons sur cette victoire et voyons comment est-ce qu'on peut analyser cette victoire d'une manière positive et voir comment est-ce qu'effectivement face au Malawi, parce qu'aujourd'hui, l'équipe qu'ils ont joué et le Malawi, c'est des équipes qui sont complètement différentes. Parce que j'entends souvent, oui, mais bon, voilà, ça va jouer entre la Guinée et le Sénégal, etc. Il ne faut pas être comme ça. Juste le Malawi, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui va se battre, c'est une équipe qui court, c'est une équipe qui est physique. Et donc, tactiquement, il va falloir mettre en jeu quelque chose. Et c'est là qu'on va voir effectivement l'esprit tactique et technique de ces entraîneurs qui sont mis en place, qui vont devoir effectivement s'adapter à cette équipe du Malawi. Allez-y, Yaya. Monsieur le ministre, sur le plan managérial, quels sont les gages que vous nous donnez ce matin pour que les problèmes auxquels le Sili nous avait habitués de par le passé ne vont pas ressurgir, notamment liés aux primes, mais également à la discipline? Écoutez, aujourd'hui tout est en transparence. Donc les problèmes de primes que vous avez certainement eu à l'époque, que je ne connais pas, je n'étais pas là, aujourd'hui tout se fera dans la transparence et surtout dans la légalité. Tout a été réglé en amont, non pas en aval. Aujourd'hui, l'argent est à disposition. L'argent sera remis aux personnes effectivement qui seront primées et qui ont le droit d'être primées, etc., etc. Donc voilà, donc on a mis toute une réorganisation pour que l'argent aille là où il doit aller. Et ça, j'y veille et le gouvernement y veille. Bien, Lassana Abé Diallo, en exclusivité ce matin. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui, alors, monsieur le ministre, l'autre question qui revient, c'est bien la diffusion des matchs. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que nous ayons cette possibilité? Voilà. Oui, tout à fait. Tout a été mis en place, tout a été pris. Il y a eu un arrêté, il y a eu les paiements. Donc voilà, la Guinée diffusera effectivement les matchs à travers la RTG. Bien, allez-y. Voilà, alors monsieur le ministre, ma première question pour vous, aujourd'hui, avec cette période de transition, aujourd'hui le président de la République parle de refondation de l'État. Et quand on parle de refondation de l'État, vous ne pensez pas également que cette refondation doit concerner également le football? Et dans ce sens-là, vu que vous-même saviez que cette équipe qui part, c'est une équipe qui est censée être en construction, est-ce que ça valait véritablement le coup d'amener cette équipe quand on sait qu'elle n'est pas aussi compétitive qu'il fallait et mettre en place une équipe et la construire progressivement? C'est ma première question. La deuxième question, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui qu'il n'y ait pas autant d'engouement autour de cette équipe nationale du Sili comme on a l'habitude de le voir? Et pour terminer avec la dernière question, monsieur le ministre, aujourd'hui, en étant vous-même sportif de très haut niveau, on sait déjà que quand on parle de sport, on parle forcément de concentration, donc de préparation au niveau mental, mais également de préparation physique. Mais est-ce que vous pensez que cette équipe qu'on a aujourd'hui, au vu des adversaires qu'on a, comme le Malawi, comme le Sénégal, cette équipe est véritablement prête au niveau physique, mais également au niveau mental, de pouvoir confronter ces différentes équipes afin de pouvoir se qualifier aux phases d'après? Merci. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. Je dirais que la première question, je pense que ça concerne la préparation mentale.
aujourd'hui, on a mis effectivement un vrai préparateur mental qui a rejoint l'équipe et qui a été payé. Parce que c'est vrai qu'on a des jeunes aujourd'hui qui ont besoin effectivement d'avoir un état d'esprit combatif. Quand on monte sur un terrain de football, l'objectif de pourquoi on monte sur le terrain de foot, c'est pour se battre pour sa nation, c'est pour rendre sa nation fière. Et donc, cet état d'esprit-là, on essaie de l'inculquer effectivement à cette génération et on a mis les conditions pour qu'ils puissent être dans ces meilleures conditions-là pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je vous ai entendu tout à l'heure dire, est-ce que ça vaut la peine? Je vous ai déjà entendu faire cette analyse d'ailleurs plus d'une fois. Ouais, normalement, c'est une équipe qui ne peut pas gagner, ça n'a rien de l'amener parce que effectivement, voilà, il faut d'abord préparer les choses. Vous devez savoir une chose, on apprend qu'en perdant. On apprend qu'en étant dans des compétitions internationales pour évoluer et progresser. Donc, si on n'envoie pas nos joueurs dans des compétitions de très haut niveau, ils ne pourront jamais avoir le niveau pour pouvoir un jour gagner et passer le cap. Donc, effectivement, cette équipe est peut-être pas prête aujourd'hui, mais pour qu'elle puisse être prête demain, elle doit aller en compétition. Si moi, je suis arrivé à un haut niveau, c'est parce que j'ai dû aller faire des combats que j'ai perdus et que je me suis remis en question, que j'ai appris. Et puis après, ces mêmes personnes qui m'avaient battu, j'ai réussi à les battre parce que j'ai pu m'adapter, j'ai pu me préparer, j'ai pu voir quelles étaient mes erreurs pour pouvoir les préparer mieux pour être à un meilleur niveau. Donc je pense que c'est pas du tout négatif d'envoyer aujourd'hui l'équipe nationale, même si on pense qu'elle ne peut pas gagner, même s'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Vous aviez posé une autre question en disant pourquoi il n'y a pas autant d'engouement. Mais je crois que c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'il n'y ait pas autant d'engouement parce que ça veut dire que c'est à moins de pression. Ça veut dire que ces joueurs vont jouer avec beaucoup plus de... Monsieur le ministre, il devrait y avoir plus d'engouement pour soutenir l'équipe. Mais vous dites qu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'on n'y croit pas. Donc si on n'y croit pas, ça veut dire qu'il y a moins de pression. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils vont plus loin, mais tant mieux, ça créera encore plus d'engouement et ça leur permettra à eux justement d'avoir moins de pression sur leurs épaules et de jouer beaucoup plus relâché. Bien, allez-y, Guiba. Oui, monsieur le ministre, vous écoutez, c'est un peu le pessimisme. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, on sait que la dernière CAN, le budget, c'est surtout l'honneur de la guerre, c'était 86 milliards de francs guinéens et l'argent, il y a eu un scandale, ça n'a pas été justifié, on attend toujours les audits. Cette année, est-ce qu'on peut avoir une idée du budget qui a été mobilisé pour la compétition et qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif pour éviter les erreurs du passé parce qu'on est dans une phase où on est dans un cas de reddition des comptes avec cette transition pour ne pas tomber aussi dans la même erreur. Qu'est-ce qui est mobilisé comme budget et qu'est-ce qui est fait pour éviter les erreurs du passé? C'est la première question. La deuxième, c'est les cas Covid. Vous le confirmez parce qu'on nous parle de Restam, on nous parle de Morlaï, on nous parle de Concolais, qui sont quand même des joueurs non des moindres. Est-ce que ces trois joueurs-là, vous confirmez qu'ils ont aussi été testés positifs au Covid? Alors pour votre première question concernant les moyens, je dirais qu'il y a un budget vérité. Alors, vous parlez d'un budget qui a été mobilisé à l'époque de 86 milliards pour aller jusqu'en 8e de finale, je pense, c'est ça, qu'en 8e de finale. Aujourd'hui, moi, j'ai un budget qui est d'environ 59 milliards pour aller jusqu'en finale. Et donc, ça veut dire qu'il y a une différence qui est énorme. Donc, ça veut dire 59 milliards qui ont été mobilisés pour aller jusqu'en finale. S'ils arrivent en finale, avec toutes les primes, avec le coût des logements, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence qui est colossale. Jusqu'en 8e de finale, évidemment, ça veut dire que le budget est beaucoup moins important. Mais aujourd'hui, c'est le budget dont je vous parle, c'est celui-là. Ça, c'est le budget vérité. Et les moyens n'ont pas nécessairement diminué. Les primes n'ont pas nécessairement diminué par rapport à avant. Donc, ça, c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui concernant ce budget-là. Pour les cas Covid, vous savez, la justification du budget, qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'il puisse, le mécanisme qui permette par la suite de justifier l'utilisation de ce budget? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place? C'est l'une des questions de Guiba, monsieur le ministre. Le mécanisme pour justifier les budgets, il est simple. Vous gagnez, vous avez votre prime, vous avez les logements qui sont justifiés à travers notamment des factures qui ont été mises en place. Donc il y a tout un travail qui a été fait et chaque paiement se fera en fonction effectivement des réalités budgétaires qui seront mises en place. Et vous avez parlé aussi de primes. Vous savez, on envoie des gens parfois pour aller au tournoi là-bas, supporter l'équipe, accompagner l'équipe ou juste aller regarder le match.
le seul pays au monde où je vois qu'on envoie des gens, on loge, on les nourrit, et en plus on leur donne des primes. C'est assez particulier quand même. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Et donc, là-dedans aussi, il y a eu des réformes qui sont aussi des réalités. Je veux dire, ceux qui vont travailler, c'est normal qu'on... Des supporters, les autres pays envoient des supporters, monsieur le ministre, c'est pas propre à la Guinée, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire, c'est pas propre à la Guinée. On peut quand même se targuer à avoir la plus grosse délégation. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Écoutez bien ce que je dis. J'ai dit, il y a des gens qui vont là-bas pour travailler. Donc, il y a des supporters qui sont envoyés pour aller travailler. Il est normal qu'ils soient primés. Il y a des gens qui sont envoyés là-bas juste pour aller regarder le match, etc., et qui sont nourris, logés, en plus primés. Donc, faites bien la nuance entre les deux choses que je viens de dire. D'accord? J'ai dit, il y a des gens voilà, qui c'est sont clair. pour travailler. Je pense que c'est Voilà. plus clair. Voilà. Maintenant, sur les cas Covid, monsieur le ministre. Écoutez, les cas Covid, malheureusement, aujourd'hui, il y a une pandémie internationale. Tout le monde est touché par le Covid. Et il est normal que les joueurs aussi soient touchés par le Covid. On a regardé le cas de l'équipe du Sénégal, on a regardé le cas de l'équipe d'Algérie. Il y a plein de joueurs qui sont touchés par le Covid et malheureusement, on n'échappe pas à cette exception. On a aussi des joueurs, effectivement, qui sont positifs et ça va arriver pendant le tournoi aussi. Ça arrivera que des joueurs soient touchés par le Covid. Et ça, malheureusement, personne ne peut y échapper. Et espérons qu'on n'aura pas trop de joueurs qui seront touchés et que ce sera plus d'autres équipes qui seront touchées Bien. que de d'autres. Voilà. Il faut espérer. Dernière question, Caps. Monsieur le ministre, je voulais également vous entendre sur cette autre question qui concerne justement l'organisation prochaine de la CAN en Guinée. Aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de la mise en place de cet institut, de cet organe-là. L'idée derrière ma question, pour être beaucoup plus précise, monsieur le ministre, c'est de savoir concrètement aujourd'hui, au vu de la réalité de notre pays, on a l'organisation des prochaines élections qui viennent, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Guinée est véritablement prête à pouvoir relever le défi qui concerne l'organisation d'une CAN? Alors, vous savez, la Guinée, en 58, est un des premiers pays du continent à prendre son indépendance. Et aujourd'hui, la Guinée est un des seuls pays de l'Afrique de l'Ouest à n'avoir jamais organisé une CAN. Une CAN qui permet effectivement non seulement de construire des infrastructures sportives, mais de construire des routes, de construire des aéroports, de construire effectivement des hôpitaux, des accès à l'eau. Donc, c'est développer un pays. Et donc, quand on parle de développement, on ne peut pas, nous, aujourd'hui, nous dire qu'on est incapable de relever un défi comme celui-là. Je pense que la Guinée doit le relever. Alors moi, je suis dans un gouvernement de transition. Ce que je vais faire, c'est mettre le maximum d'outils en place pour que ça puisse être effectivement balisé, pour que ceux qui seront élus puissent le réaliser, Inch'Allah, demain. Ça, c'est le travail que moi, je vais mettre en place avec toute l'équipe, avec l'impulse du président de la République, Mamadi Doumbouya, avec l'impulse du Premier ministre et tout le gouvernement. On va mettre les outils en place et le maximum de relations qu'on va créer pour que cette CAN puisse se réaliser en 2025, Inch'Allah. Bien, la vraie dernière question maintenant avec le doyen, Djudé qui voulait vous poser une question, monsieur le ministre. Non, en fait, il ne faut pas tout peindre en noir. On est dans une compétition, monsieur le ministre. Ma question, c'est de savoir si demain, ce COCAN va être présidé par Souleymane Chérif, qui est le seul ballon d'or, donc le plus grand athlète de notre pays. Ça, c'est une question orientée. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que je suis en train de mettre en place une réforme et que l'objectif, effectivement, c'est que les ambassadeurs de cette COCAN soient effectivement nos sportifs qui ont permis à cette Guinée et à ce CI national et à cette équipe, à ce pays d'être fiers, en fait. Et donc, on est en train de faire une véritable réforme dans ce sens-là. Et effectivement, on aura certainement des sportifs de très très haut niveau, pas seulement footballistique, mais aussi certainement des journalistes sportifs aussi, pour qu'ils puissent s'impliquer, nous accompagner pour vendre ce projet qui est un projet gigantesque pour la Guinée. Bien, Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous. Bonne journée. Bien. Nous continuons donc l'émission. Juste après la pause, merci de nous rester fidèles. Merci de nous écrire au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag espace GG. Dans un instant, nous prendrons en compte vos différentes réactions. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première.
Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Depuis
15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue et surtout les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre. Bienvenue dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Nous vous servons toujours avec le même engouement, le même plaisir de vous retrouver à chaque fois pour parler de l'actualité qui concerne notre chère Guinée. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 démarre ce 9 janvier au Cameroun qui reçoit pour la deuxième fois cette compétition après 1972. L'équipe guinéenne y est arrivée au petit matin de ce vendredi en provenance de Kigali où, il faut le rappeler, elle a battu en match amical retour l'équipe rwandaise sur un score de 2-0. Le Sili de Guinée arrive à Yaoundé, sévré d'au moins de 3 de ses joueurs pour cause de coronavirus. Par ailleurs, en Conseil des ministres ce jeudi, le président Doumbouya a ordonné de revoir la composition du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le COCAN bien évidemment, avant, dit-il, d'engager les dépenses. Pourquoi une telle injonction du président de la République? Jusqu'où peut aller le Sili de Guinée dans cette compétition? Nous essayons de comprendre. Vous avez écouté l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo. Il a participé donc à la première partie de cette émission. Nous continuerons le débat
débat dans un instant avec le doyen Amadou Diallo, journaliste sportif, mais aussi avec un autre spécialiste maison, Paul Fatia Tunkara, et toute l'équipe des Grandes Gueules. Mais d'abord, vos messages, vous le savez, l'émission interactive. Nous commençons par Twitter avec Vladimir Poutine qui nous a déjà fait parvenir les tweets avec ce premier, Excellence Timbo le Guinéen, qui nous écrit sur Twitter. Nous partons avec lui. Bonjour les Grandes Gueules. Concernant cette Coupe d'Afrique des Nations qui doit débuter ce 9 janvier à Yaoundé, notre équipe fait partie, donc l'entraîneur doit faire tout son possible pour qu'il y ait une bonne sélection pour nous éviter, la déception. J'essaie de réorganiser en même temps. Excellence Timbo le Guinéen, donc, qui nous écrit au hashtag espace GG. Nous partons avec cet autre, c'est Kadiata Madi Sherif Kamaka qui nous écrit bonjour les Grandes Gueules. Nous demandons à nos joueurs d'être patriotes et de mouiller le maillot pour que cette fois-ci, la coupe atterrisse en Guinée. Bonne chance au Sili et au peuple, et le peuple vous soutient. Hashtag espace GG. Il dit hasta la victoire. Je sais pas, je comprends pas trop. Nous continuons avec un autre, Tidiane Botegeba, qui nous écrit franchement, en tant que Guinéen du Cameroun, je suis déçu du ministre Béa et la dame du Conor, car les lettres, qu'est-ce qu'il dit, les lettres de l'amicale générale des ressortissants guinéens au Cameroun, l'amicale donc leur a écrit, il n'y a pas eu de réponse, certainement. Tidiane Botegeba qui nous envoie ce message depuis Douala. Nous continuons toujours sur Twitter avec les différents tweets. Habib Auré Koubisso qui nous écrit: salut Madame So et à toute l'équipe de GG de ce matin. Mais ce qui m'inquiète, c'est que cette année, aucun artiste n'a encore chanté pour le Sili de Guinée, et je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en l'équipe ou bien parce qu'ils ont peur du colonel Doumbouya. Hashtag donc espace GG. Nous continuons avec, toujours sur Twitter avec d'autres tweets qui nous sont parvenus avec Mamadou Saliou Bachir Diallo. Bonjour les Grandes Gueules, le 11 national doit se battre corps et âme comme toutes les autres équipes et mettre en tête que tout le peuple est derrière lui, s'investir pour que il y a du résultat. Impossible n'est pas nous, comme il le dit. Bonne chance à l'équipe. Allez, le Sili, victoire. Il encourage donc Mamad Saliou Bachir. Nous partons cette fois-ci avec Sadialiou Diambaldé. Bonjour, il dit le patriotisme oblige, malgré le fait qu'elle n'a pas gagné malgré le fait que la Guinée n'ait remporté aucun trophée, les Sénégalais soutiennent leur équipe avec force. Voilà, c'est pas la Guinée. Il dit malgré qu'elle n'a gagné aucun trophée, les Sénégalais soutiennent leur équipe avec force. La Zambie, dans cette compétition avec des joueurs locaux allant jusqu'à la victoire finale, pourquoi pas nous? Il pose la question. Vas-y Sili, hashtag espace GG. Un message d'encouragement donc. Nous partons cette fois-ci avec Youssef Kaba. Nous soutenons le Sili et avons profondément mal quand il se fait humilier par des équipes locales. Force est de reconnaître que cette équipe n'est pas suffisamment prête pour cette compétition de haut niveau. Néanmoins, nous espérons qu'elle réussira à nous surprendre. Youssef Kaba donc, qui écrivait ce tweet. Nous partons avec Noumou cette fois-ci. Bonjour les Grandes Gueules. C'est pas parce que les gars ont gagné qu'on va applaudir. Je crois qu'il faut redoubler d'efforts, se battre avec toute l'énergie qu'il faut pour honorer la nation. On veut la coupe cette année. Bonne chance, le peuple est derrière vous, hashtag espace GG. Partons donc avec un autre tweet, c'était le dernier, nous partons sur une autre plateforme certainement, sur le 657 39 13 13, avec ce premier message. Bonjour à toute l'équipe, je suis très ému de voir le Sili motivé plus que je ne le croyais. J'espère bien qu'avec la motivation, cette équipe pourrait occuper la première place aux phases de poule. Il le dit, celui qui nous écrit, il ne s'est pas fait identifier. Bonjour les GG, je suis Alpha Kamara depuis Kindia, le directeur de la radio rurale de Kindia. Mis à la retraite récemment, continue ses activités à la radio. On se demande si la radio rurale n'est pas étatique. Une question donc s'interroge cet auditeur. Bonjour les Grandes Gueules, je suis Alpha Kamara de toute l'équipe
Pourquoi jusqu'à présent les retraités au compte des radios rurales? Je pense que c'est le même message qu'il veut véhiculer. Nous partons avec cet autre. Bonjour Madame Hiro et bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. C'est Sadou Bari depuis Tombolia. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cette équipe nationale ne dégage aucun engouement après ces dernières piètres prestations, qu'il soit en qualification pour la Coupe du Monde ou en match amical. Et donc l'occasion s'offre à eux, certainement il veut dire, pour redorer le blason terni au sein de la population sévrée de joie sportive. Nous continuons toujours avec les auditeurs, avec ce message. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe des GG. Cette année 2022, le Sili national va nous surprendre. C'est Omar Sow. Depuis Dubreka au kilomètre 5, nous partons avec cet autre, Mohamed Kira. Depuis Kindia, je voudrais vous demander de bien vouloir inviter... Bon, je pense que c'est un message... Nous partons avec cet autre. Bonjour les GG. Les Guinéens cherchent de quoi manger. Le pays est dur. Comment parler de football? Mon père me disait, il y a plus de 3 ans, il n'a pas eu la pension de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pourquoi supporter? Je n'ai rien dans le ventre. Un auditeur donc depuis Zérékoré qui nous envoie ce message. Je pense que chacun a ses problèmes. À chacun ses problèmes. Nous allons partir peut-être avec 2 derniers avant de continuer l'émission. Amadou Sow, certainement l'émission de Salim Soare qui va passer après, donc on n'a pas suffisamment de temps. Nous partons avec Maki de Dar es Salaam qui nous écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis convaincu que le Sili ira loin et nous voulons que le comité de soutien soit composé de l'ensemble des Guinéens. Pour votre information, la Sicora va ouvrir la CAN pour le bonheur des Guinéens. Allez, le Sili, nous sommes derrière vous. Wallahi Maki donc de Dar es Salaam, coordinateur de Sicora, qui nous envoie ce message. Et cet autre de notre collègue. Bonjour Madame Hiro, il faut dire que l'engouement a quitté. La preuve est que même vous dans le studio, aucune couleur. Pas de maillot de Sili. Heureusement que Paul est venu. Et oui, heureusement, hein, Paul est venu sauver la face. Mamoudou Boulere Diallo donc qui nous envoie ce message. Nous reprenons donc le débat dans ce studio avec le doyen. La parole est à qui veut la prendre? Mafoudia Bangoura. Je veux bien la prendre. Oui. Alors c'est pour poser des questions après l'intervention du ministre. On comprend clairement que nous allons à cette compétition pour ne pas être finaliste. Et je pense que c'est assez dommage. Maintenant, je lui posais la question sur ce qu'il y a lieu de faire en amont pour qu'on ait une équipe digne de nom. Vous qui êtes dans ce milieu, dites-nous aujourd'hui sur quoi il va falloir miser pour que la Guinée ait une équipe compétitive. Écoutez, je devais commencer d'abord par vous annoncer le décès de 2 anciens footballeurs guinéens. Fernand Bangoura qui a joué dans l'équipe de Kindia et qui est basketteur, égal de Dubreka et de Kindia qui a été basketteur aussi. Et surtout, Soumasseni Bilinki, qui a joué dans l'équipe fédérale de Conakry, le Kaloum Star et au Sili national de Guinée. Lui, son inhumation est prévue aujourd'hui. Et puis, Fernand Bangoura, on attend, la dépouille mortelle est attendue dans ces jours-ci à Conakry. Nos sincères condoléances aux familles respectives. Maintenant, je dis, il ne faut pas peindre tout en noir. Mais vous savez, le problème que nous avons, c'est de vouloir dissocier la gestion politique du football. Aujourd'hui, on dit que le football est devenu, le sport en général, l'échiquier sur lequel les nations et les peuples mesurent leur puissance. Voyez l'engouement dans tous les pays. Le drapeau a été remis par le président de la République aux équipes pour dire nous voulons la coupe. C'est cela, la guerre d'aujourd'hui, c'est sur le terrain, ce n'est pas avec des armes. Mais on ne peut pas dissocier. Je parlais ici tout à l'heure en off avec Mafoudia Bangoura. Mais le AFI a joué 5 finales de Coupe continentale, gagné 3, le triplé, le premier du continent. L'Orient a gagné la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe. Le Sili national a été finaliste de la CAN en 1976. Ni était la formule. C'est parce qu'il y avait une politique de gestion et d'obligation de résultats. Et justement, cela s'est fait il y a non, mais je vous dis, est-ce que vous pouvez dissocier la gestion politique de l'époque des résultats de l'époque? Si vous permettez, cela s'est passé il y a plus de 40 ans. C'est ce que je vous dis. On n'arrive pas à refaire la même chose depuis. Parce que
le contexte politique a changé. Effectivement, moi, ma question ou ma réaction venait à ces niveaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'associer politique et football, et la perception de la politique politicienne aujourd'hui, vous ne trouvez pas que ça peut avoir des effets négatifs lorsque, par exemple, on parle de politique, on pense directement aux militants qui... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela, non. J'ai dit la perception. Non, écoutez, la perception. Écoutez. Chaque pays doit avoir sa politique. Nous sommes affiliés au football. Le football n'est pas notre propriété. Voilà. Nous sommes affiliés. Mais même la CAF et la FIFA rendent toujours hommage aux États. Parce que ce sont les États qui supportent les frais de la pratique du sport. Mais le problème, je vous dis, c'est-à-dire s'il n'y a pas une volonté politique derrière, pour booster le football, on n'ira nulle part. Pour booster le sport, on n'ira nulle part. Le choix des hommes. Le choix des hommes. C'est aussi un défi. Voilà, mais tout ça, le problème que nous avons aujourd'hui, le contexte, il a changé. Nous sommes quel est le centre de formation guinéen qui marche aujourd'hui? Dites-moi, est-ce qu'il en existe? Le Sénégal dont on parle aujourd'hui, première équipe africaine au classement FIFA depuis plus d'1 an, c'est quoi? C'est 2 centres de formation. C'est le Djambar et Génération Foot. Tous les Sadio Mané sortent de là. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est le centre de formation de la SEC d'Abidjan de Sol Béni. Si, sur le plan de la volonté politique... En Guinée, il n'y en a aucun qui marche? Aucun qui marche. Il y a au moins le privé qui prend le relais pour développer, parce que le football est devenu une industrie. Mais à ce niveau-là, qui fait quoi ici? Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quand même c'est maintenant nous commençons. Vous savez, Abedi Pelé est venu ici. En ce moment, on ne parlait même pas de centre de formation en Afrique. Il est venu ici. Pourtant, le Ghana est un grand pays de football, mais il a dit qu'il vient pour ouvrir un centre de formation en Guinée. Abedi Pelé. On a dit non, il ne peut pas quitter chez lui pour venir ouvrir le centre. Par nationalisme, on a refusé. Nous, on n'a pas ouvert. Il est reparti ouvrir là-bas. Si ce centre-là, on l'avait ouvert en ce moment. Parce que tout le problème que nous avons, je disais à Mafoudi, à Off, vous voyez les jeunes qui jouent dans la rue ici, nos frères là, c'est les meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Vous ne pouvez trouver le talent à l'état pur, naturel, en Afrique de l'Ouest ici, vous ne trouverez nulle part comme en Guinée. Alors, malheureusement, il y a ce qu'on appelle la fracture au niveau des paliers intermédiaires, parce qu'il n'y a pas de suivi jusqu'au résultat, jusqu'au centre de formation. Le centre de formation de Sol Béni, on fait une détection sur le plan national. On fait la détection, les meilleurs, on les envoie au centre. Ils font le bac et le brevet au centre, ils font le foot au centre. Nous, on a fait quoi ici? Globalement, parce que chacun se contente aujourd'hui de dire que ça ne va pas, on n'a pas d'équipe, ou l'encadrement est ceci ou cela. Vous, qui êtes un expérimenté, qui êtes un grand observateur de ce secteur, aujourd'hui, concrètement, quel tableau doit présenter le football guinéen depuis l'encadrement jusqu'aux joueurs, pour que nous expérions quand même les années à venir à penser aller loin? Vous savez, d'abord, la plupart des joueurs que nous avons sont des produits de la déperdition scolaire. Or, un entraîneur, quoi que vous fassiez aujourd'hui, il a besoin d'un joueur qui comprenne ses explications au tableau. La formule mathématique. Voilà, les explications au tableau. La vidéo qu'on visionne et tout. Mais la plupart de ceux que... Pourquoi il faut aller à l'école? Le football est allé à l'école, il faut le rejoindre là-bas. Il faut le rejoindre là-bas. Et nous sommes en retard dans ce cadre-là. Et qui gère le football chez nous? Il y a des gens qui ont la passion, mais qui n'ont pas l'obligation de résultats, auxquels on ne demande pas des comptes. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanction. J'ai bien aimé le chef de l'État pour dire, si vous ne gagnez pas, vous nous ramenez notre argent. C'est quand même une menace. Bon, on n'en arrive pas là. Mais c'est quand même sérieux. Quand vous le voyez arrêter, il vous dit, bon, l'argent, vous le ramenez si vous ne gagnez pas. Vous savez quand même que c'est intéressant. Mais je dis encore une fois, notre football, à l'état pur, il est là. C'est la gestion qui pose problème. Pour dire, par rapport à cette CAN, je vous dis, il ne faut pas peindre tout en noir. Nous avons gagné mentalement 2-0 hier, c'est bon, parce que ça devait une rampe de lancement pour rentrer dans la compétition. Mais notre fédération, c'est une pourriture aussi, hein, aux yeux des observateurs. Tout ça, c'est un problème de gestion des ressources humaines.
C'est ce que je dis. C'est le problème de gestion des ressources humaines. Très bien. Alors, doyen, sur une autre question. Non, je veux finir. Je veux parler de l'équipe maintenant parce que tout le monde est défaitiste. On peut. Maintenant, l'autre problème, c'est de jouer le Malawi. Jouer le Malawi, c'est une équipe qui nous a toujours créé des problèmes. Parce que je me rappelle ici, c'est un match nul avec le Malawi qui a amené la dissolution de la Fédération guinéenne de football à l'époque, dirigée par Salifou Kamara Supervé. C'était le Malawi ici. Je me rappelle du match que nous avons eu à jouer à Blantyre, la deuxième ville du Malawi. C'est Pascal Fendouno dans les ultimes minutes, je crois, qui nous a évité l'humiliation. Donc il faut prendre aussi. Mais nous arrivons. Le reste, c'est les grands joueurs, c'est ceci, cela, je suis d'accord, mais c'est le mental. Je vais vous dire, moi j'étais officier média de la finale CAF, de la finale de la CAN 2012 au Gabon, Zambie-Côte d'Ivoire. C'est plus la détermination des Zambiens qui a prévalu que leur talent face à la palette ivoirienne. On a vu les Malgaches aussi. Ils sont arrivés, vous savez que l'équipe gambienne a fait un crash au large de Libreville. Toute l'équipe... une minute, est-ce que vous comprenez? Ils ont joué à Franceville. Nous-mêmes, on était dans cette poule. Ils se sont qualifiés pour le second tour. Ils sont arrivés. Lorsqu'ils sont arrivés à Libreville, de l'aéroport, ils sont allés directement au large de là où l'avion s'était écrasé, avec des fleurs pour les jeter à l'eau. Et Hervé Renard, l'entraîneur, a dit, nous sommes venus pour la mémoire, pour honorer la mémoire de ces gens-là. Les fleurs que vous jetez ici, à leur mémoire, nous sommes venus pour ça. Et j'étais, quand vous êtes officier média d'une finale, vous asseyez sur le banc du 4e arbitre. Donc vous êtes sur la main courante là, avec le 4e arbitre, vous suivez tous les mouvements. J'étais là, j'ai vu Hervé Renard, François Azaoui, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Hervé Renard était plus zélé que lui. Il maltraitait ses joueurs par des propos pour dire nous devons gagner, ne le laisse pas passer, fais ceci, fais cela, ainsi de suite. C'est ça. Or, l'équipe là était pratiquement à 90% locale par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il ne faut pas tout peindre en noir. Nous pouvons, ça dépend de la manière dont nous allons rentrer dans la compétition face au Malawi. Si nous prenons un bon départ à ce niveau-là, le reste avec le Sénégal, même s'ils alignent le roi Pelé, il y a quand même cette motivation dans le rapport du voisinage. Le Guinéen peut accepter de perdre, sauf contre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, parce que c'est nos voisins. Nous devons nous battre. Mais je me dis, faut pas tout peindre en noir. La surprise peut venir. Absolument. Pour Pascal Fendouno, je suis heureux qu'il soit là. Moi, j'avais même suggéré ici qu'on prenne les Kabakoudou, les Sobaï, le tout pour amener. Parce qu'il faut détendre les joueurs. Pascal, c'est un garçon bon vivant. Donc, il est là, il évolue, il va être sur 2 registres et qui vont aider. D'abord, les joueurs vont se référer à lui pour se dire non, est-ce que nous avons obtenu son résultat? Donc, il a, si vous voulez, une certaine influence sur les joueurs par rapport à ce qu'il a été. Deuxièmement, c'est un amuseur. Donc, il va détendre les joueurs. Les deux réunis, je pense que la présence de Pascal vaut son pesant d'or dans le staff. Bien, ça c'est pour le coach. Voilà. Le message est passé. Voilà, rapidement. Voilà. La folie, disait Albert Einstein, c'est toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Alors aujourd'hui, tout le monde est unanime qu'il y a des problèmes. Alors, des problèmes structurels au niveau de notre équipe. Est-ce que selon vous, il n'y a pas aujourd'hui lieu de faire des états généraux sur l'équipe nationale pour véritablement détecter les failles et essayer d'apporter des solutions à long terme? Nous avons déjà 2 centres de formation qui sont en voie d'être opérationnels. Yorokogia, chez Antonio Soare, et Khorira, chez KPC. C'est déjà une bonne base. Il faut qu'il y ait le suivi à ce niveau-là. Si la première promotion, deuxième promotion joue en cadet, en junior au niveau du Oroya, au niveau du AFIA, après on injecte dans l'équipe première, et puis après on fait la détection, comment dire, ils peuvent rester. Et puis après, ils peuvent
ces compétitions peuvent servir de vitrine, et puis après ils vont aller à l'étranger. Il nous faut ça, c'est incontournable. Il faut que la détection se fasse au plan national. Il ne s'agit pas de voir quelqu'un appeler Antonio ici ou appeler KPC pour dire Madi Nabe, moi Meneha Hanimbe Centre. Tu te dis non, Tenenga Dinara, je suis obligé de le prendre. Non, faites la détection et vous prenez les meilleurs, vous les envoyez au centre. L'État même, le ministère même peut faire des centres. Lui-même, l'État peut faire un centre par région. L'État peut le faire, un centre par région, pour voir comment prendre toute cette main-d'œuvre qui n'est pas utilisée. Nous ne devons pas, la Guinée ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Alors, doyen, pas du tout. D'accord, puisque vous parlez vous avez dit il faut prendre le football dans la rue pour les salles de classe. Vous avez Yorokogia qui est un bel exemple. Vous avez KPC aussi avec Rorira, il vient de lancer. Mais aussi il y a le centre technique de Nongo. L'on se souvient qu'il y avait eu détection dans tout le pays avec le ballon d'or guinéen, Chérif Suleiman, qui avait fait une détection dans tout le pays. Aujourd'hui, nous avons ces enfants au niveau du centre technique. J'ai eu la chance de visiter ce centre, les U11, les 11 ans, les 16 ans, toutes les catégories confondues. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le vivier, ce centre technique de Nongo, de l'avenir du football guinéen si on arrive à maintenir ces enfants? Non, mais j'oubliais le centre technique de Nongo. Oui. Ça fait déjà 3. Oui. Maintenant, il s'agit de mettre une gestion rigoureuse à ce niveau-là pour qu'au moins on ait une équipe cadette. D'abord, ils jouent en cadet, en junior, les différentes catégories pour arriver justement en équipe A et puis se faire valoir. C'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord, mais il faudrait que tout ceci fasse l'objet d'un suivi. Il ne s'agit pas de faire de l'enthousiasme seulement au départ, après on laisse tomber. Il faut un suivi, que ces joueurs-là, ceux qui sont au centre de Rokogia, ceux qui sont à Horira, ceux qui sont à Nongo, qu'il y ait une fiche signalétique pour chaque enfant, qu'on fasse le suivi, qu'il y ait la progression. Sadio Mané, c'était où? C'était Génération Foot, je crois, ici au Sénégal. C'est ça. Mais moi, je suis malade, vous savez, parce que nous avons été les meilleurs partout. Je vous dis ici, pour ce qui est de notre métier, la presse sportive, quand vous sortez d'ici, vous dites Boubacar Kanté, Pathé Diallo, Kabine Kouyaté, Gaussou Diaby, Cheikh Fantamadi Kondé, on vous tient au respect. C'est ça, vous en faites votre passerelle. Quand moi je me rappelle, à Séoul, j'ai eu une discussion avec Kaboulo Moana Kaboulo, il était vice-président de l'AIPS comme moi, on a eu une discussion parce qu'on voulait... on avait opéré le transfert du siège de l'AIPS Afrique, c'est-à-dire l'UGSA, de Kinshasa à Casablanca. Il n'était pas d'accord dans la dispute. Il s'est levé pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas, quand on parle de presse africaine, c'est Chimpompon ou Achipompon. Il a été le premier comme un président de l'Union des journalistes sportifs africains fondateur. Je l'ai dit d'accord. Dans la salle, on était tous là. Je l'ai dit d'accord. Mais qui a écrit les textes constitutifs de l'Union des journalistes sportifs africains? C'est Pathé Diallo. Il y a un pays dont les journalistes sportifs ont présidé aux destinées de l'Union des journalistes sportifs africains. 2, Pathé Diallo et Cheikh Fantamadi Kondé. Tu parles de quoi? Et puis, Chimpompon Wachipompon. Tu parles de quoi? Même femme, il a trouvé en Guinée. Il est venu ici au cours d'un reportage avec le Vita Club. Il a trouvé notre Nimasso ici. Il a dit non, il faut que je l'épouse. Je dis, il n'a même pas pu trouver de femme au Congo. Il a trouvé femme en Guinée ici. Toi, tu peux parler de choses. Alors, voilà, donc ça, il faut reconnaître que nous avons reculé dans tous les domaines. Et nous devons nous battre pour revenir. Parce qu'on ne peut pas tolérer qu'aujourd'hui, les gens soient sceptiques parce qu'un Sili national va à la CAN. C'est normal, si on dit le Sili national va à la CAN, que les Guinéens disent non, nous pouvons réussir. C'est ça qui est important. On est un grand pays, on est une grande nation. Nous ne méritons pas le rabais. Alors, pas du tout. Le doyen Amadou Diallo, notre invité ce matin. Allez-y, Kapsa. Alors, doyen, on aimerait également vous entendre sur cet autre sujet-là qui parle du COCAN. Pendant le Conseil des ministres, l'injonction a été donnée par le président de la transition sur le fait d'abord de pouvoir recomposer carrément de revoir la composition du COCAN avant, bien entendu, d'allouer des fonds pour pouvoir justement aller vers l'organisation ou la mise en place des infrastructures qu'il faut. Voilà. Pourquoi? Oui, je dis à Paul Fatia Tunkara, par exemple, que Boubacar Kanté a été sacré meilleur journaliste sportif africain du siècle dernier. Il est de Daboula ici. Kanté Boubacar. D'accord. C'est ça la fierté guinéenne. Maintenant, ce que vous dites, moi, le COCAN, on en a fait une affaire de coquins et de copains.
comité d'organisation. Mais dites-moi, pourquoi en France, en 98, lorsqu'il s'est agi du comité d'organisation de la Coupe du Monde, on n'a pas pris Bouygues? On a pris qui? Michel Platini, président du comité d'organisation. En 2006, la Coupe du Monde en Allemagne, qui on a pris? C'est Franz Beckenbauer. C'est fait pour les athlètes. Mais ici, on prend, dit à mon frère Lansanabea, l'enfant de Somba, bon, je ne parle pas beaucoup quand il s'agit de Mali parce que bon, il y a des beaux là-bas. Ma femme est par côté maternel de Yemberen. Donc je dis que un ministre des Sports ne peut pas être président du comité d'organisation. Pas du tout. Ici, vous n'avez même pas besoin de référendum. Par respect, moi j'étais aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, lorsqu'il s'est agi du passage de drapeau. C'est Rio qui devait organiser les Jeux Olympiques d'après, mais c'est au roi Pelé qu'on a remis le drapeau, pour représentant du Brésil. C'est au roi Pelé qu'on a remis le drapeau pour les Jeux Olympiques de 2012-2016. Pas un ministre. Hein, pas un ministre, c'est au roi Pelé. J'étais là, hein, j'étais à la tribune de presse en 2012. Donc vous ne pouvez pas mettre un comité d'organisation ici. Ceux qui sont dedans, quand les Suleiman Chérif, les Petsori, les Tchamous Mantolo, les papas se blessaient ici, ils abandonnaient leur famille pour jouer au foot. Ils étaient où? Pour qu'aujourd'hui ils viennent s'asseoir pour dire qu'ils sont membres du Kokan. Mais le plus grand athlète, on les appelle les Olympiens. C'est-à-dire un Suleiman Chérif arrive aujourd'hui au CIO. Suleiman Chérif, il dit qu'il veut voir le président du CIO, il le voit tout de suite. Ballon d'or africain, 3e ballon d'or africain. Vous pouvez faire un comité d'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations dans votre pays et celui-là n'est pas le président du comité d'organisation. Même s'il est fou. Mais vous le mettez. Parce que si lui, il arrive à Abidjan, il arrive à Dakar, il arrive n'importe où, on dit c'est le président du comité d'organisation. On dit qui? On dit Suleiman Chérif. Suivez RFI et toutes les radios actuellement, mais qui ont fait parler pour la CAN au Cameroun? C'est les Roger Mila. Est-ce qu'on est allé chercher... Hein? On est allé chercher quelqu'un d'autre? C'est les acteurs. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je suis d'accord avec le président. Vous savez qu'un chef, quand il prend une décision, c'est qu'il a eu beaucoup d'informations. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui remontent. S'il a pris la décision, c'est qu'il sait. Aujourd'hui, moi je propose, comité d'organisation, président, Suleiman Chérif, vice-président, Petissori, Tchamous Mantolo, 2 capitaines du AFIA et du Sili national. Et toutes les générations du Sili national, celle de Titi, celle de Pascal, jusqu'à celle de Nabi, que ces générations aient leurs représentants au sein du Kokan. Et puis après, maintenant, on peut meubler par toutes les ressources humaines des différentes couches socio-professionnelles. Bien, votre regard, Paul, pour terminer, hein, avant qu'on ne pose une dernière question au doyen, votre regard de sportif, l'analyse que vous pouvez en faire rapidement, en 1 minute. En 1 minute, c'est que je voudrais dire que la grosse performance remonte en 1976 lors de la Coupe d'Afrique des Nations à formule inédite qui d'ailleurs a été proscrite par la CAF depuis cette finale perdue. On n'a pas perdu, la formule était juste inédite, on a fait jeu égal avec le Maroc un peu partout et depuis c'est quand même une performance qui semble aujourd'hui sombrer dans les abysses de l'histoire. Il est temps qu'on réécrive une nouvelle page de notre histoire et cela passe forcément par relancer le football à la base parce que depuis 1976 on court après des résultats hypothétiques et aléatoires. Or, le développement doit être d'abord horizontal du football avant d'être vertical. Aujourd'hui, on a des centres de formation qui sont en train de pousser. On a le centre de formation de Yoroko Guia, on a le centre de formation de Rorira. On est en train de s'aimer les graines des futurs champions inspirés des exploits de Chérif Suleiman dont le doyen parle, de Petissori. On a le centre technique de Nongo. On a beaucoup d'autres académies qui pullulent. Maintenant, il faudra repenser le modèle de fonctionnement de ces centres de formation-là pour pouvoir, dans un futur proche, construire une équipe compétitive et très qualifiée. Et l'autre fait, c'est qu'il faut nécessairement une volonté politique impulse toute cette dynamique positive-là parce que, encore une fois, la Guinée est en train de sombrer en termes de résultats, ce qui conforte les uns et les autres dans leur scepticisme béant quant au parcours du Sili à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Paul Fatia Tunkara, spécialiste maison de sport ici. Doyen, pour terminer, on ne peut pas passer à côté. On a parlé
de votre salaire qui est suspendu depuis 2011, c'est cela? 2014. Depuis 2014. Qu'en est-il? Parce que la dernière fois, on en a parlé ici. Est-ce que les tractations sont en cours? Il faut reconnaître que ça a avancé. Le ministère de l'Information et de la Communication a fait son boulot et transmis au ministère de la Fonction publique. Je salue vraiment le ministre de la Fonction publique qui vous donne rendez-vous et qui envoie son attaché de cabinet pour vous accueillir à la porte à l'heure précise et qui vous appelle vous-même pour savoir à quel niveau se trouve votre dossier. Normalement, il devait quitter aujourd'hui, si vous voulez, la fonction publique pour le ministère du budget. Mais je demande au colonel Mamadou Doumbouya, parce que je vais vous dire, je ne vous mens pas, il me reste 4 jours comment dirais-je, de produits, 4 jours. Parce que j'ai eu un hélicobacter pylori en prison que je suis en train de soigner. Vous faites le traitement et vous devez retourner pour faire le contrôle et s'assurer. Si vous ne faites pas le contrôle et trouve que la bactérie n'est pas morte, elle peut entraîner ce qu'on peut appeler une perforation de l'estomac. Donc là où je suis aujourd'hui, la semaine prochaine, il me faut impérativement partir. Je demande au colonel Mamadou Doumbouya, comme en France, chez mes médecins, je demande humblement au colonel Mamadou Doumbouya de demander au ministre du budget dès lundi vraiment de libérer mes salaires afin que je puisse partir. Sinon, le pire peut m'arriver. Maintenant, et nous, on ne le souhaite pas. Non, je vais le dire, je ne mens pas. J'ai d'autres pathologies où je suis un patient sous surveillance active. J'ai les documents, mon dossier médical. Patient sous surveillance active, c'est bien noté. Donc, si je ne pars pas la semaine prochaine, j'ai eu plus de 63 ans, hein. Le prophète a eu 63. Mais ce que je vais finir. Quelqu'un a dit ici que non, parce qu'il y a eu changement de régime en Guinée, c'est ce qui... Non, je me rappelle en 93, on est allé jouer contre le Burundi. Match aller ici, match retour là-bas, match nul. La CAF a décidé qu'il y ait un match d'appui à Libreville. On est allé jouer. Une semaine avant ce match-là, Melchior Ndadaye, le président burundais, a été assassiné. Mais figurez-vous que avec les frères Djumamossi, c'est au tir au but qu'on s'est qualifié contre le Burundi. Hein. Donc moi, je pense que le changement de régime ne peut pas impacter de cette façon-là, tel qu'on le dit. Bien. Ce que je dis, nous devons nous organiser parce que nous ne méritons pas notre sort d'aujourd'hui. Le doyen Amadou Jules Diallo, journaliste sportif, toujours avec plein d'anecdotes comme ça qui peuvent nous instruire. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce vendredi. Merci à Amadou Sow qui a géré les sons à la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, notamment Vladimir Poutine qui nous a envoyé tous ces messages qu'on a lus ici à l'antenne. Merci à Nala Sidibé, Matfata Sano. Merci à Mamoudou Kondé, à l'homme de nuit Alassane Diallo, à Foté Souma et à toute l'équipe qui était de ce côté, des jeunes très actifs qui vous ont permis donc de nous entendre. C'est un plaisir de vous servir. Nous revenons demain avec un autre numéro des Grandes Gueules, bien évidemment avec le Turbo aux commandes. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules de ce vendredi. Radio Espace Guinée.